Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Moto Grand Prix. Alors, je vous le rappelle, on ne fera pas le débrief du Grand Prix d'Autriche pour des raisons que je ne l'ai pas regardé. J'ai juste vu un résumé assez court de ce Grand Prix d'Autriche. Par contre, j'ai vu le Grand Prix de Styrie et on va faire le débrief de ce Grand Prix de Styrie. J'ai vu les qualifications à la course, j'ai pas vu les essais, donc voilà, mon analyse sera peut-être pas aussi bonne que d'habitude. Même si certains diront qu'elle n'est jamais bonne, cette analyse sur la MotoGP, mais on va... De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on va parler de ce débrief du Grand Prix de Styrie, on va parler des top et flop, mais on peut déjà dire en avant-propos que cette saison 2020 de MotoGP est quand même complètement dingue. C'est une saison de grands malades. Si vous avez jamais suivi de MotoGP, c'est l'année ou jamais, quoi, vraiment, parce que là, faut appeler tous les copains. On n'a jamais eu autant de vainqueurs différents en aussi peu de courses. Espargaro, Dovizioso, Binder, Olivier... non, pas Espargaro. J'ai dit Espargaro, pas Espargaro, pardon. Si on prend depuis le départ, Quartararo, on a eu Dovizioso, on a eu Brad Binder, on a eu le dernier qui va me manquer, c'est Miguel Oliveira. Et avec des courses complètement folles, le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix de Styrie, à chaque fois une interruption, mais même les scénarios sont complètement dingues. Parce que quand vous regardez le scénario de cette course, Miguel Oliveira n'a aucune chance de s'imposer, et pourtant ça s'est passé. Mais on va revenir là-dessus. Cette vidéo sera un peu plus courte aussi parce que j'ai pas mal de vidéos en attente là qui vont arriver, et donc si je fais des vidéos très très longues, ça va être compliqué pour la mise en ligne. Et on commence donc tout de suite par le bilan des Bleus avec Fabio Quartararo. Week-end compliqué pour Fabio Quartararo. Et compliqué, c'est un faible mot. C'est un peu le week-end de merde. Alors c'était prévu que l'Autriche, la Styrie et Brno soient difficiles. À ce point, peut-être pas quand même. On savait que Yamaha était moins bien au niveau moteur. Ça a toujours été le cas depuis ces dernières saisons. À cause enfin c'est leur parti pris, ils prennent un 4 en ligne, les autres ont un V4, donc un V4 le moteur est en V, voilà, un 4 en ligne, c'est le positionnement moteur est différent. D'un côté, avec le 4 en ligne, vous avez moins de puissance mais plus de facilité d'utilisation, alors qu'avec un V4, la puissance arrive plus brutalement, par contre vous avez plus de puissance et souvent plus de vitesse de pointe. KTM, Honda, Ducati ont un V4, alors que Suzuki et Yamaha ont un 4 en ligne. Je ne sais plus quel est le positionnement moteur d'Aprilia. En passant, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est un V4, mais je n'en suis pas sûr du tout. Du côté de Fabio Quartararo, on savait que le week-end allait être difficile parce qu'il avait un 4 en ligne. Malgré tout, la moto ne marche absolument pas. Du côté de Fabio, problème de frein pendant une grande partie du week-end. Alors, problème de frein qui donneront l'abandon de Viñales, mais on reviendra là-dessus quand on parlera de Yamaha, parce qu'on parlera de Yamaha. Mais du côté de Quartararo, de toute manière, si on prend le classement des pilotes Yamaha, il était derrière Viñales. Et il était quand même derrière aussi pendant une grande partie de la course. Le week-end a été difficile parce que jamais en mesure de se battre avec ses adversaires. Une moto rétive, on sent que ça commence à lui peser. C'est-à-dire quand on voyait à la pause entre les deux départs, entre avant le départ de la deuxième course, voilà, quand il y a eu l'interruption à cause de l'accident de Viñales. J'ai quand même bien senti qu'il était très énervé, notre ami Quartararo, dans sa manière dont il parlait aux ingénieurs, que ça n'allait pas comme il le souhaitait. Ça me rappelait énormément quand Zarco parlait avec ses ingénieurs lors de sa dernière saison chez Tech 3. Où là aussi, je me souviens de plusieurs courses où il était assez énervé de comment se comportait sa moto et des risques qu'il était obligé de prendre parfois pour que ça fonctionne. Et là, c'est un peu pareil pour Fabio Quartararo. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que chez Petronas et même chez Yamaha, ils savent que leur moto peut être rapide, mais ils n'arrivent pas à savoir pourquoi elle est rapide quand elle est rapide. Et ça, c'est le pire. C'est le pire parce que ils n'ont pas le mode d'emploi de la moto, très clairement.
Et puis derrière, vous avez déjà ce problème-là donc de mode d'emploi de la moto, parce qu'en rythme pur, ils n'étaient pas là. Ils étaient au-delà de la 8e place. Mais en plus, d'énormes problèmes de fiabilité. Premièrement, les problèmes moteurs qu'on avait vus à Jerez, où ils ont dû descendre la puissance du moteur, qui n'était déjà pas exceptionnelle. Mais également des soucis de frein, désormais, pour Fabio Quartararo. Donc ça ne s'améliore pas. Et puis, ne pas négliger également que la moto, on dit qu'elle a moins de puissance parce que c'est un 4 en ligne, mais ils ont quand même des problèmes de traction. Comme l'a noté Randy Depugné, mais pas besoin d'être devin. La Suzuki, quand elle sort des virages, elle sort bien. La KTM aussi, pour un V4. La Yam, elle a beaucoup de mal à sortir des virages. On a l'impression de voir la Ducati. Sauf que la Ducati, elle a de la puissance, donc c'est compréhensible. La Yam, elle n'a pas de puissance. Donc le fait qu'une moto qui n'ait pas de puissance ait du mal à sortir de virage, alors que normalement, c'est là où elle devrait être la meilleure, ça pose problème. Donc il y a des gros soucis de mise au point sur cette machine. Et s'ils ne travaillent pas là-dessus, le Grand Prix de Saint-Marin et le Grand Prix d'Émilie-Romagne, donc les deux courses qu'on va voir du côté de Misano, vont être très difficiles. Mais le Grand Prix de Catalogne aussi, le Grand Prix de France peut être très compliqué pour Yamaha. Donc il va falloir vraiment travailler là pendant ces 2 semaines de pause pour retrouver des sensations sur la moto pour Fabio Quartararo, mais ça a quand même été très compliqué pour le pilote français. On passe du côté de Johann Zarco, week-end qui normalement aurait dû être catastrophique, et puis il s'en sort bien. Johann Zarco, pourquoi week-end catastrophique? Parce que accident en Autriche le week-end dernier. Alors, j'ai quand même vu l'accident du Grand Prix d'Autriche entre Zarco et Morbidelli. Pour moi, Zarco est peut-être un peu agressif. Le truc, c'est qu'il n'a pas de rétroviseur non plus, Zarco, donc il ne sait pas vraiment où se trouve Morbidelli. Un peu agressif, mais pour moi, ça ne vaut absolument pas une pénalité. Déjà, la pénalité qu'il avait reçue après la chute de Paul Espargaro était totalement injustifiée au Grand Prix de Brno. Là, cette pénalité-là, elle est aussi injustifiée. Alors, on va dire que je suis chauvin et que parce que c'est un Français, je défends toujours les Français. Non, pour moi, Zarco a été agressif dans sa défense de position. Malgré tout, normalement en moto, on ne faisait pas le même règlement qu'en F1. Si on décide de faire le même règlement qu'il y a quelques années en F1, dans ce cas-là, je pense qu'on va avoir des grands prix assez complexes. Ce que j'ai pas aimé en plus, c'est l'attitude de Rossi. Rossi sur Sky. Alors, Rossi sur Sky, c'est comme si vous mettiez Poutine sur la chaîne nationale. C'est-à-dire que je rappelle que c'est le sponsor de son équipe Moto 2 et Moto 3, Rossi, donc il peut dire n'importe quoi sur Sky. Et il a dit n'importe quoi. Et il a fait passer ses idées avec Morbidelli. J'ai pas du tout aimé non plus l'attitude de Morbidelli. Pour moi, il aurait dû recevoir, dans le cas où on mettait une pénalité à Zarco, pour moi, il aurait dû recevoir une pénalité par rapport à ses propos, Morbidelli, qui sont d'une inintelligence folle. Je pense pas que la phrase de Miguel Oliveira lui était destinée sur l'intelligence, mais ça le concerne aussi, sur le fait d'être de l'intelligence de course. La phrase qu'a dit Paul Espargaro. Miguel Oliveira sur Paul Espargaro. Mais Zarco, donc il y avait tout ce contexte-là, qui était difficile. Il aurait pu sombrer un petit peu, parce que fracture du poignet en plus derrière. Il se fait opérer mercredi, il arrive à être apte vendredi. Vendredi, il roule pas. Il commence en EL3. Là, tu te dis, c'est quand même mal embarqué pour qu'en EL3, s'il s'en sorte bien. Il fait un chrono, mais il échoue à rien de rentrer directement en Q2. Il passe par la Q1, ça veut dire des tours en plus. Et là, chrono exceptionnel. Et puis derrière en Q2, là encore, chrono exceptionnel sur peu de tours, il sort une première ligne. Avec un poignet pété. C'est-à-dire Crutchlow, avec la même fracture, il n'était pas là à Jerez, ni à Brno. Il est toujours pas là, même Crutchlow. Alors, c'est pas la même moto, vous allez me dire. Mais quand même. Et surtout après un crash costaud quand même, encore une fois au Grand Prix de Styrie. Au Grand Prix d'Autriche, pardon. Donc arriver à faire tout ça dans ces conditions-là, avec cette ambiance autour de lui, moi je dis chapeau. Je dis, là on voit le caractère du champion. Du côté de Johann Zarco, parce que faut être solide quand même mentalement.
plein de pilotes vous défoncent la gueule, que peu de pilotes vous défendent, parce que à part Jack Miller qui a vraiment défendu Zarco, j'ai vu peu de pilotes vraiment s'exprimer en défendant Johann Zarco. Et puis également les propos du patron de Ducati quand même, qui a dit que la suspension n'était pas justifiée. Derrière, donc il part pas en première ligne, il part de la voie des stands pour faire 28 tours. Là, il a quand même un peu de la chance, c'est le deuxième départ, le fait que la course soit interrompue. Mais derrière, il faut quand même réussir à attraper les points. Et il attrape les points. Il arrive à faire 28 tours, certes en 2 temps, mais avec un poignet fracturé, opéré 2 jours avant, enfin 3-4 jours avant. Il finit 13e, je crois, hein, son classement. Alors, c'est pas beaucoup de points. Il finit 14, voilà. C'est Quartararo qui finit 13e. Mais bon, encore une fois, il marque des gros points pour être dans l'équipe officielle, parce qu'en termes de caractère, là, il faut le faire. Hein. Ou pour aller chez Pramac, mais Pecco Bagnaia, il n'est pas là. Comme on dit toujours, les absents ont toujours tort, donc c'est un peu compliqué pour Pecco Bagnaia pour le moment. Mais Zarco, là, il marque des gros points. Il le fait au bon moment. Ce genre de course-là, il le fait vraiment au bon moment, pour le moment, Johann Zarco. On passe au pilote au top, on va commencer avec Miguel Oliveira. Première victoire en MotoGP pour Miguel Oliveira. Il apporte la première victoire en MotoGP pour Tech 3. Je dis phénoménal. C'est un pilote qui a du caractère, mais on le savait déjà parce qu'en Moto 2 il avait déjà un peu de caractère quand même. C'est un pilote qui a donné son avis par rapport à Pol Espargaro. Et quand vous faites ça, si vous n'êtes pas performant derrière, des fois vous prenez un petit peu un taquet dans la gueule. Et il remporte la course d'après. Donc c'est fantastique pour lui. Ça c'est clair et net. Et aujourd'hui, quand je vois Miguel Oliveira, je me dis, je sais pas si on a un futur champion du monde, mais on a un pilote sur lequel il faudra compter dans les années à venir. Brad Binder le sait. Je sais que ça sera un adversaire de qualité, Miguel Oliveira. Je comprends même pas pourquoi KTM ne l'a pas envoyé plus tôt dans l'équipe 1, déjà l'année dernière, parce qu'il avait démontré l'année dernière qu'il avait fait réaliser une très très bonne saison. Il était devant régulièrement Johann Zarco sur une moto qui n'était pas simple, avec une équipe qui ne connaissait pas KTM. Tech 3... c'était un grand changement l'année dernière. Il a réussi à passer tout ça avec un équipier, Siafrin, qui n'était pas d'une grande aide. Et il a réussi à tout faire fonctionner. Là, quand vous regardez son début de saison face à Iker Lecuona, alors certes, Iker Lecuona est un débutant, mais il fracasse Lecuona. Puis quand vous regardez, là maintenant, il gagne la course devant Pol Espargaro. Ça fait mal quand même à Pol Espargaro. Mais chapeau Miguel Oliveira, et puis chapeau également à Hervé Poncharal, parce que moi je me souviens il y a 2 ans quand Hervé Poncharal a annoncé qu'il rejoignait KTM, et même l'année dernière, je me souviens de tous les détracteurs sur des sites spécialisés en MotoGP, dans les commentaires, qui n'hésitaient pas à dire des horreurs sur Hervé Poncharal, comme quoi c'était un incompétent, comme quoi il avait fait ça juste pour l'argent. Non, il n'a pas fait ça juste pour l'argent. Il voulait avoir une situation bien meilleure que celle qu'il avait avec Yamaha. Yamaha lui donnait des motos d'1 an, sans soutien technique. La KTM lui donnait du soutien technique avec des motos de l'année. Même si la KTM était moins forte, quand tu connais KTM au Dakar, quand tu connais KTM en motocross, quand tu connais KTM en supercross, même en trial, ils sont pas là pour enfiler des perles. C'est-à-dire que, oui, pendant 2-3 ans, ils apprennent. Et puis, à la 4e, 5e année, normalement, ils gagnent. Ils sont là pour gagner. C'est ce qu'on voit cette année. Mais KTM marche de la même manière. Regardez les résultats au Dakar. Ça a commencé comme ça, KTM. C'était un peu difficile. Et puis, au bout de 4-5 ans, première victoire au Dakar. Puis ensuite, ils en ont enchaîné 20. Mais voilà, du côté de Oliveira, costaud, et puis l'année prochaine il sera dans l'équipe 1.
Je pense que ça va être du solide. On continue avec Joan Mir. Pourquoi Joan Mir? Parce que deuxième. Non, pas deuxième, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Je suis pas sur le bon classement. Joan Mir, quatrième, alors pas loin du podium. Déjà parce que lui, autant Zarco, l'arrêt de la course l'a aidé, autant lui, ça ne l'a pas aidé parce qu'il avait 2 secondes 7 d'avance, qu'il était quand même bien parti pour aller remporter sa première victoire. Il finit quatrième, ça montre quand même qu'il ne s'est pas démobilisé. Et ça, c'est une bonne chose mentalement. Il ne s'est pas démobilisé, et puis surtout devant Rins. Et je trouve que depuis le début de saison, Rins a beaucoup de mal face à Joan Mir. C'est un peu compliqué pour Rins depuis quelques courses. Et autant on pensait que Rins était le numéro 1 et Mir était le numéro 2, autant quand on voit les derniers résultats en course, on a l'impression que la situation s'est inversée. Joan Mir, qui pourtant l'année dernière n'avait pas fait une grande saison, parce qu'il n'avait pas remporté le titre des débutants l'année dernière, Joan Mir, et puis qu'il avait fait quand même pas mal d'erreurs, et il avait eu beaucoup de mal à attraper les points sur le début de saison. Ensuite, ça s'était un peu amélioré, mais c'était pas non plus grandiose, Joan Mir. Et j'avais dit beaucoup de fois l'année dernière que je trouvais qu'il manquait d'expérience. Il était arrivé en MotoGP trop tôt. Bon, je suis toujours sûr de ça. Et on s'en aperçoit, parce qu'il lui a fallu une année pour s'exprimer, je dirais, à 100%. De ses capacités en MotoGP. Et là, c'est le cas cette saison pour Joan Mir, qui fait une très très belle course. Là, du côté du Grand Prix, il a vraiment été très très bon et il faut le féliciter. Et puis une belle 4e place devant Alex Rins. Vraiment des très très belles choses pour Joan Mir. On espère qu'il continue ainsi. Mais je pense qu'Alex Rins va commencer à s'inquiéter parce que lui qui était considéré comme un top pilote, quand vous vous faites menacer par un autre pilote dans votre propre équipe, et bah, des fois votre réputation est un petit peu entachée. Et bon, Alex Rins, il y a quand même des problèmes. Alex Rins, c'est premièrement la qualification, et puis deuxièmement, c'est qu'il a parfois du mal à dépasser certains pilotes. Et là, ça s'est encore vu face à Dovizioso, où il a eu beaucoup de mal à dépasser Dovizioso, mais aussi c'était Brad Binder à un moment, je sais plus. Il était derrière qui, où il avait pas mal de mal à suivre. C'était une KTM. Et puis dernier pilote au top, c'est Dovizioso. Alors, vous allez me dire pourquoi 5e place de Dovizioso? Oui, mais Dovizioso, au championnat, eh bien, il se retrouve 2e. Tout simplement, il est revenu à 3 points de Fabio Quartararo, alors que, bon, avant le Grand Prix d'Autriche, c'était quand même pas si bien embarqué que ça. Du côté de Dovizioso, donc il a réussi à bien relever la tête sur des circuits qui sont favorables à Dovizioso, parce que le Grand Prix d'Autriche est quand même un circuit favorable à Dovizioso, mais on pensait que Ducati était en plein doute. On s'aperçoit que la Ducati marche quand même cette année. Alors on va voir du côté de Misano, ça sera un circuit intéressant, parce que quand Ducati est bien à Misano, souvent ils sont quand même bien, ils ont quand même une bonne moto. Quand ils sont pas top à Misano, ils sont souvent en difficulté après derrière. C'est un circuit qui est un petit peu révélateur de la Ducati. Mais bon, ça va être intéressant. On passe aux pilotes en difficulté. Je vais aller assez vite. Yamaha, bon, j'en ai dit beaucoup sur Quartararo, mais les problèmes de fiabilité sont en train de pourrir Yamaha. Du côté de Yamaha, il va falloir vraiment relever la tête là rapidement, sinon ça va être compliqué. Pareil pour Cal Crutchlow. Parce que Cal Crutchlow, il finit la course encore très loin. Et depuis son problème au poignet à Jerez, il est inexistant. Et sa chute à Jerez était déjà signe que ça n'allait pas très bien pour lui. Et la Honda, déjà l'année dernière, ça avait été difficile. Mais quand vous êtes un pilote où vous voulez renouveler votre contrat et que vous finissez 17e, très loin de votre équipier, Nakagami quand même, qui a un peu croulé en deuxième course, c'est quand même extrêmement difficile pour vous de renouveler votre contrat. Et c'est vrai qu'on sait qu'il voulait aller du côté de chez Pramac, enfin de chez Ducati ou Pramac. Bon, ça va pas être facile. Il y a toujours Aprilia quand même, mais est-ce que Aprilia va miser sur lui ou pourquoi pas plutôt sur un Pecco Bagnaia? Et puis ensuite, il n'y aura pas beaucoup de solutions
dans d'autres équipes aujourd'hui pour Cal Crutchlow. Donc c'est vrai que ces résultats-là ne le mettent vraiment pas en avant et commence à avoir des doutes sur ses capacités à remonter la pente. Et puis on finit avec Paul Espargaro. Alors Miguel Oliveira avait dit que tout le monde ne naît pas avec la même intelligence. Bon, surtout que tout le monde ne l'entretient pas de la même manière, l'intelligence. Du côté de Paul Espargaro, pourquoi je le mets en moins? Vous allez me dire, je suis sévère, il finit 3e. Oui, mais il se fait encore avoir. Cette fois-ci, c'est par Jack Miller. Avant, c'était Andrea Dovizioso. C'est terrible pour un pilote comme lui qui a fait progresser KTM, qui a mené KTM ces dernières années, surtout l'année dernière, mais même les années précédentes, quand il avait comme équipier Bradley Smith, de voir que le travail qu'il a effectué ne le récompense pas, mais récompense ses coéquipiers qui sont quand même des adversaires. C'est terrible, c'est terrible. Première victoire de KTM en MotoGP, Brad Binder. Deuxième victoire, Miguel Oliveira. Paul Espargaro, 0 victoire pour le moment. Compliqué, quand même compliqué pour Paul. Il se fait encore des erreurs d'intelligence de course qui sont monumentales. Mauvais départ en course 1, course 1 en première partie de course. Lors du deuxième départ, c'est pas beaucoup mieux. Mais surtout, c'est en fin de Grand Prix qui se fait avoir par Jack Miller. Et Oliveira a très bien joué le coup en petit filou. Mais quand même, normalement, il ne doit pas se faire avoir à l'extérieur de cette manière, Paul Espargaro. Donc c'est vrai que quand Miguel Oliveira parlait d'intelligence, oui, Paul Espargaro manque d'intelligence de course, ça très clairement. Et puis, il s'énerve de plus en plus. Alors certes, peut-être que il faut qu'il prenne en compte cette hargne quand il va rejoindre Marc Marquez l'année prochaine, mais c'est vrai qu'il va y avoir... je pense que Marc Marquez ne s'attend pas à un adversaire aussi coriace que Paul Espargaro, mais je pense que là il est surmotivé pour aller battre les KTM l'année prochaine. Mais bon, c'est quand même frustrant pour lui de ne pas être sur les tablettes de KTM aujourd'hui, de ne pas se retrouver dans l'histoire de KTM. On retiendra Brad Binder, on retiendra Miguel Oliveira comme étant le premier vainqueur d'une KTM satellite, mais on ne retiendra pas Paul Espargaro qui sera le deuxième vainqueur, le troisième vainqueur chez KTM. Et donc ça c'est un peu dommage. C'est un départ un peu... c'est quand même dommageable pour un pilote comme lui de se faire avoir 2 fois de la même manière. On finit. Vidéo qui devait être courte et vous allez voir, elle va faire 25 minutes. Par les classements pilotes et équipes, on va faire assez vite, je vous les affiche par l'écran. Quartararo 70 points, 3 points d'avance sur Dovizioso. 14 sur Jack Miller, Brad Binder n'est pas si loin à 21 points, Viñales est à 22 points, Nakagami est à 24 points, Rossi est à 25 points, donc vous voyez que jusqu'à Valentino Rossi, on est à moins d'une course d'écart. Ensuite, on retrouve Mir, Oliveira, là 44 et 43 points, puis Espargaro 35, 32 pour Morbidelli, Zarco a quand même 30 points, c'est-à-dire qu'il est qu'à 40 points de Fabio Quartararo, quand même assez dingue, et devant Alex Rins, devant Petrucci, devant Marquez, devant Alex Espargaro, devant Banaya, devant également son équipier Tito Rabat. Du côté du classement par équipe, c'est toujours Petronas qui mène, mais l'écart avec le team officiel Yamaha se réduit, surtout Ducati revient, 3e, à 10 points de Petronas. On retrouve ensuite KTM, qui est très régulier depuis le début de saison et qui accroche des victoires, puis Suzuki, Pramac, Tech 3 qui remonte fortement au classement avec cette victoire, et puis également le bon classement d'Iker Lecuona qui a fait son premier top 10. On retrouve ensuite le team LCLR, Avintia, Aprilia et Repsol, le team Honda qui se retrouve en dernière position, ce qui fait un petit peu tâche pour le constructeur japonais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, et puis surtout nous on se retrouve donc pour faire le débrief du Grand Prix de Saint-Marin. Ça sera du côté de Misano, ça sera entre le 10 et le 13 septembre. La vidéo ça sera peut-être un peu plus tard parce qu'on sera en plein Tour de France, mais j'essaierai de la faire assez vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.